Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons débattre de l'événement grandiose que nous attendons, celui du début des élections parlementaires. Tellement attendu. Les élections parlementaires doivent commencer autour du 28 septembre pour la première phase qui doit clôturer le 17 octobre et puis il y aura certainement un deuxième tour des élections. Jusqu'aujourd'hui, la haute commission électorale a continué de recevoir les dossiers. Ils ont reçu les dossiers de 112 candidats. Au total, 4532 candidats se sont présentés jusqu'à présent et la commission a aussi déclaré n'avoir reçu que 3 listes électorales. Et comme on l'a dit, la liste finale sera annoncée le 28 septembre. Les élections doivent démarrer tout de suite après pour se poursuivre jusqu'au 17 octobre. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir M. Mustafa Moussa, président du parti El Rad, pour jeter la lumière davantage sur ce processus électoral. Qu'est-ce qui distingue les élections de ce tour ou de cette année et qu'est-ce qui va distinguer le Parlement, ce nouveau Parlement. Passons à l'ONU qui, avec beaucoup de fierté, va être autorisée à faire flotter son drapeau aux Nations Unies, au siège de l'organisation à New York. Une nouvelle étape dans l'intense campagne diplomatique qu'ils mènent pour faire connaître leur État. Il faut dire qu'une résolution en ce sens devait être soumise à 15h heure locale, soit 19h GMT, à l'Assemblée générale de l'ONU et en adoption, son adoption est une formalité, estiment les diplomates. Suivons ce compte rendu pour avoir plus de précisions. Les seules incertitudes portent sur l'ampleur du soutien que lui accordera l'Assemblée et sur la position des Européens divisés sur cette initiative à laquelle Israël et les États-Unis sont opposés. Quand la Palestine est devenue un État observateur non membre de l'ONU, le 29 novembre 2012, ce vote historique a été acquis par 138 voix pour, 9 contre et 41 abstentions parmi les 193 pays membres. Les Palestiniens se démènent depuis plusieurs semaines pour réunir le plus de votes possible, souligne le représentant à l'ONU Riyad Mansour. Il s'agit d'une mesure symbolique, reconnaît-il. Mais elle va renforcer les fondations de l'État palestinien et elle offrira aux Palestiniens une lueur d'espoir au moment où le processus de paix avec Israël est dans l'impasse totale. Fort de son nouveau statut à l'ONU, l'État de Palestine a intégré des agences de l'ONU et a rejoint la Cour pénale internationale, mais n'est pas encore devenu membre à part entière des Nations Unies, bien qu'il soit reconnu par plus de 130 pays. La résolution demande que les drapeaux des États non membres de l'ONU et en statut d'observateur soient hissés au siège et dans les bureaux des Nations Unies après ceux des pays membres. Seuls les Palestines et le Vatican ont ce statut. Comme par hasard, la résolution donne aussi 20 jours à l'ONU pour se préparer à hisser le drapeau palestinien, ce qui coïncidera avec la venue à New York du président palestinien Mahmoud Abbas. Celui-ci doit participer à la session annuelle de l'Assemblée générale et un sommet sur le développement durable. M. Abbas doit prononcer un discours devant l'Assemblée le 30 septembre. Passons au Liban où la fameuse crise des déchets va parvenir à un terme. Le ministre de l'Agriculture a approuvé hier un plan pour mettre fin à cette crise, aux manifestations. La population est exaspérée par la paralysie du gouvernement et l'État et le délabrement des services publics. Ils ont élaboré un plan, ils vont parvenir à une solution. Voyons les détails dans ce compte rendu. À l'issue d'une réunion qui a duré plus de 6 heures, le ministre de l'Agriculture libanais, Akram Shehaib, a annoncé un accord qui a approuvé l'octroi de la responsabilité de la gestion des déchets aux municipalités, l'ouverture de 2 nouvelles décharges dans le pays. La crise avait éclaté après la fermeture à la mi-juillet de la décharge de Naïm à l'extérieur de Beyrouth, la principale du Liban. Shehaib a ajouté que la décharge de Naïm serait rouverte pendant une semaine seulement
afin d'y déposer rapidement les ordures qui se sont accumulées dans Beyrouth et ses faubourgs. Mais cette proposition pourrait susciter des oppositions des résidents vivant aux abords du site ayant fait savoir qu'ils ne toléreraient sa réouverture sous aucun prétexte. Plus tôt dans la journée, les responsables des différents courants politiques s'étaient séparés au bout de 3 heures de discussion pour annoncer seulement une nouvelle réunion de dialogue le 16 septembre sans mentionner un quelconque résultat concret. Ils s'étaient réunis dans un parlement en état de siège après avoir été accueillis par des manifestants jetant des œufs sur leur convoi et scandant « voleurs dehors ». Mais une réunion extraordinaire du Conseil des ministres convoquée par le Premier ministre Tamam Salem pour examiner un plan élaboré pour une commission ministérielle en vue d'une solution à la crise des déchets s'était poursuivie. Ceci intervient alors que des milliers de Libanais exaspérés par la paralysie de l'État et le délabrement des services publics étaient revenus manifester à Beyrouth mercredi. La crise des réfugiés et Merkel et Juncker font le forcing pour que l'Europe accueille des réfugiés en masse. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et la chancelière allemande Angela Merkel ont joint leur voix mercredi pour en appeler aux valeurs de l'humanité, aux valeurs de l'Europe, afin que les pays de l'Union européenne se répartissent immédiatement 160 000 réfugiés pour un plaidoyer qui ne faisait toutefois pas l'unanimité parmi les Européens. Voyons les détails dans ce compte rendu pour retrouver notre invité et le débat concernant les élections législatives égyptiennes. À Strasbourg, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a demandé de faire preuve d'audace et de solidarité pour résoudre la pire crise des réfugiés en Europe depuis 1945. À Berlin, la chancelière allemande a martelé qu'elle voulait une répartition contraignante des réfugiés, quitte à bousculer sérieusement les plus réticents de ses partenaires européens. Signe de l'écho de cette crise, au-delà de l'Europe, le secrétaire d'État américain John Kerry a assuré que Washington allait faire un effort pour accueillir des réfugiés syriens. Le département d'État a promis qu'il y aurait entre 5 000 et 8 000 réfugiés syriens aux États-Unis à l'automne 2016, alors que Washington s'en tenait jusqu'à présent aux 1 500 accueillis depuis 2011. Les divergences entre pays de l'Union européenne se traduisent de manière très concrète pour les réfugiés, notamment syriens, qui continuent d'affluer par dizaines de milliers en passant par les Balkans. Accueillis sous les vivas en Allemagne, ils se heurtent parfois violemment aux policiers hongrois. Budapest a une nouvelle fois défendu sa nouvelle législation très controversée, rendant passible de prison le franchissement de la barrière de barbelés érigée à sa frontière avec la Serbie. Plus au nord, la compagnie ferroviaire danoise a annoncé que les liaisons grandes lignes avec l'Allemagne devaient reprendre jeudi. Elle avait été suspendue la veille après le refus de centaines de migrants en transit vers la Suède de descendre à leur arrivée au Danemark. L'ONU envisage pour sa part d'autoriser les pays européens à arraisonner en haute mer au large de la Libye des navires suspects pour les inspecter, les démanteler et traduire les éventuels passagers en justice.